Bienvenue au chantier naval de Saint-Nazaire. J'embarque sur le plus gros paquebot du monde. Là, on est dans les entrailles du bateau. Là. Ici, on est dans une zone, effectivement, dans laquelle on va avoir les cabines passagers qui sont installées. Combien de cabines, alors, dans un navire comme ça? Il y a plus de 2700 cabines passagers, auxquelles on rajoute plus de 1000 cabines équipage. Combien de personnes, alors, vous avez qui travaillent, là, en ce moment? À l'heure actuelle, il y a 2400 personnes à bord. Il y a 3 ans, le chantier était au bord du dépôt de bilan. Aujourd'hui, avec Harmony of the Seas, emploi et croissance sont de retour. Alors, qu'est-ce qui arrive, là? Là, donc là, c'est une cabine préfabriquée. Ce gros bloc, là, qui ouais, est là. ce gros bloc, là. Et ensuite, on va la mettre en place à sa position définitive. C'est comme un jeu de construction, en fait. Hein. Oui, en fait, c'est un gros Lego. Moi, j'assimile toujours la construction d'un navire à un gros Lego. Un Lego à 1 milliard d'euros. Un bateau symbole de renouveau et, pourquoi pas, du retour de la croissance. Cette cabine-là, une fois qu'elle sera mise en place, il restera quasiment plus que le sol à mettre, embarquer les matelas, apporter les téléviseurs, et globalement, elle sera terminée. D'accord. D'ici, on verra la mer. D'ici, on verra la mer avec le balcon extérieur. C'est pas encore le cas. Non. Ici, à Saint-Nazaire, on sent le vent de la reprise mondiale et il n'y a pas que sur ces chantiers qu'on observe des signes de redémarrage. Alors, est-ce à dire que la France est enfin sortie de cette longue léthargie économique? Eh bien, ça n'est pas si simple. Le chômage est élevé, la croissance peine à redécoller et une bonne partie du pays reste dans le rouge. Pourquoi cette reprise est-elle si faible et si inégale? Le gouvernement applique-t-il les bonnes politiques pour la fortifier? Reprise ou recrise? C'est le thème de ce nouveau numéro de l'Angle Écho. Au sommaire, et si cette fois c'était la bonne? Enquête sur une croissance introuvable. Oui, la croissance, elle est là, mais elle est trop faible. La reprise, les politiques la promettent depuis des années. Beaucoup de Français n'y croient plus. Pourtant, certains, comme les intérimaires, profitent déjà du retour de cette croissance qui pointe son nez. L'intérim, on est mercenaires. Voilà, on va là où ça paye le mieux. Face à une concurrence étrangère toujours plus féroce, des usines, des ruines, des champs de ruines, comme s'il y avait eu un ouragan. Mais il y a eu l'ouragan de la mondialisation. nous sommes partis à la rencontre de ceux qui se battent pour tirer la croissance vers le haut. On gagne en compétitivité, on prend des nouveaux marchés et avec ça, on a plus de confiance sur l'avenir. Enquête enfin sur les couacs du CICE, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Cette mesure phare du quinquennat pour relancer la croissance. Si ce paquebot flotte aujourd'hui sur l'estuaire de la Loire, Ici, on arrive dans ce qu'on appelle le Central Park, qui est également une grande rue intérieure. C'est la grande rue. c'est que le savoir-faire des ouvriers de Saint-Nazaire est unique au monde. Eux seuls savent bâtir de tels géants des mers et satisfaire les demandes les plus folles des armateurs américains. « 362 mètres de long, 66 mètres de large, capable d'accueillir près de 9000 passagers et membres d'équipage. C'est un véritable Las Vegas flottant. Dire qu'on avait laissé ce chantier naval pour quasi mort il y a 3 ans. Aujourd'hui, on assemble déjà les coques de 3 nouveaux paquebots. Alan a 40 ans, il est soudeur. Bonjour. Bonjour. François, enchanté. Enchanté, Alan. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je suis en train de souder une nappe qui servira comme bordée quand ça va être les côtés du bateau. C'est la coque. Ouais, c'est la coque. Ça vous ennuie si j'enlève mon casque Ah, et mes lunettes? parce que c'est vous, ouais, pas de souci. Il a connu les périodes difficiles, quand le chômage total ou partiel guettait les ouvriers, quand les carnets de commandes étaient vides. En 2012, les syndicats réclamaient une nationalisation pour sauver Saint-Nazaire. C'était quand la dernière période dure? En 2011-2012. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'était chômage partiel. Chômage partiel, ça veut dire que vous travailliez combien d'heures par semaine? Des fois 0. C'est des semaines entières à la maison. Il y a des moments où vous vous êtes dit, les chantiers, c'est fini? J'y ai pensé, oui. Et c'est inquiétant.
Nous, on n'y peut rien, on subit en fait. C'est tout. Parce que niveau salaire, c'est pareil, il y a des pertes, les journées sont longues, ça complique un peu tout, quoi. Et quand vous repensez aujourd'hui à ces périodes noires où il n'y avait pas de boulot, vous vous dites quoi? On a peut-être de la chance quand même, parce qu'on est passé pas loin du dépôt de bilan, je pense. C'est passé un cheveu, hein. Ouais, c'est vraiment passé un cheveu, je pense aussi. Bon, ben, on vous souhaite bonne chance alors pour les temps qui viennent. Bah, je vous remercie. Merci à vous. Bon courage. Je remets mon casque, on ne sait jamais. Ça sera bien. Je vous remercie. Ces chantiers qui ont bâti le paquebot France appartiennent aujourd'hui à un groupe coréen, STX. Ils recrutent 10 nouveaux CDI chaque mois. C'est la renaissance. 1%, c'est la prévision de croissance du produit intérieur brut français, ou PIB, sur l'année 2015. Mais au fait, c'est quoi la croissance? La croissance, c'est l'augmentation des richesses produites, les biens et les services. Elle mesure l'état de santé du pays, comme on peut le faire pour un enfant dont on surveille aussi la croissance. Alors, comment la calcule-t-on? Eh bien, on fait la somme des valeurs ajoutées. Prenons un exemple, celui d'une usine qui fabrique des automobiles. Pour les fabriquer, il faut d'abord acheter des matières premières, de la tôle pour la carrosserie, du tissu pour les sièges, des pièces pour le moteur, etc. La valeur ajoutée fabriquée par l'usine, c'est le prix de vente des voitures auquel on aura retiré le prix d'achat des matières premières. Et quand on additionne toutes les valeurs ajoutées produites par un pays en un an, on obtient le PIB. Et quand le PIB augmente, c'est qu'il y a croissance. Plus il y a de voitures fabriquées, plus il y a de croissance, et du coup, plus il y a de monde sur la route, et donc, plus il y a d'embouteillages. Les bouchons sont d'ailleurs l'un des indicateurs avancés de la croissance économique, tout comme la circulation des poids lourds, ou encore les ventes d'emballages en carton. Et ici, le carton, c'est une affaire qui roule. À côté de Roissy, le gigantesque entrepôt de Raja, leader européen de l'emballage. 440 millions de chiffre d'affaires, une croissance de 6 à 8% cette année. Bonjour, François Langlais. Enchanté. Bonjour François, bienvenue dans cette entreprise. Merci de nous accueillir. Des filiales dans toute l'Europe et une marée d'emballages qui inonde tous les secteurs économiques, des petits artisans jusqu'aux plus grandes multinationales. Ça veut dire que vous êtes au cœur de l'économie française et européenne. Absolument, parce que tous les produits, qu'ils soient industriels ou alimentaires, ont besoin d'être protégés pour être expédiés. Et par conséquent, ils doivent être emballés. Donc ça veut dire que vous voyez, avant tous les autres, ce qui se passe dans l'économie. Oui, nous sommes, on pourrait dire, un indicateur avancé de l'activité économique. Nous sentons absolument tous les frémissements, mais les ralentissements aussi. Alors en ce moment, qu'est-ce que vous voyez justement sur vos sismographes qui enregistrent de très près l'activité économique? Alors on aimerait bien voir plus, on aimerait bien voir mieux, on aimerait bien voir vraiment une loupe pour voir la reprise. On aimerait bien voir une reprise économique, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Il n'y aura pas de croissance. Zéro. Ouais, ça a été zéro au deuxième trimestre et je pense que le troisième trimestre sera très faible également. Et quand on regarde la France et qu'on la considère dans l'ensemble des pays européens, comment est-ce qu'on se situe? C'est mieux, c'est moins bien qu'ailleurs? C'est plutôt moins bien. Par exemple, dans certains pays européens, la croissance est vraiment revenue. Le rebond en Espagne, par exemple, un rebond très important avec des croissances de 20 à 30%. Daniel Capel-Marcovici vient de nous le dire, la croissance est repartie très fort un peu partout en Europe. Partout, sauf en France. La prévision pour 2015, rappelez-vous, c'était plus 1%. Et c'était bien parti. Plus 0,7% en premier trimestre, et puis patatras au deuxième, la croissance est retombée à zéro. Notre pays a même décroché le bonnet d'âne. Les membres de la zone euro ont tous fait mieux que nous. L'Irlande caracole en tête avec plus 1,9% entre avril et juin. L'Espagne suit avec plus 1%. Le Portugal, la Belgique, l'Allemagne sont en positif, plus 0,4%. Et même l'Italie a fait plus 0,3%. Quant à la Grèce, elle est devant nous aussi, avec plus 0,9% au deuxième trimestre. Alors forcément, en France, avec aussi peu de croissance, les créations d'emplois sont à la peine. Pour l'instant, seul l'intérim profite vraiment de la reprise.
Précarité subie ou flexibilité choisie, vous allez voir comment certains salariés y trouvent leur compte. Comme ici, à La Défense, à Paris. Au 15e étage de cette tour, une jeune femme de 34 ans a un rendez-vous qui va changer sa vie. Bon, c'est le grand jour? Oui. Après des années de précarité, Caroline, employée dans le secteur de la banque, décroche enfin son premier contrat à durée indéterminée. Alors, sur la signature, je vais vous demander de nous notifier lu et approuvé et une signature. L'employeur de Caroline, c'est Manpower. C'est nouveau, depuis l'an dernier, le géant du travail temporaire a le droit de proposer des CDI. Il les réserve à ses meilleurs intérimaires. Ce CDI intérimaire va m'apporter la sécurité de l'emploi, la stabilité financière, la réalisation de mes projets. Elle va pouvoir enfin planifier ses vacances et surtout acheter une maison. Et vous allez recevoir une lettre de mission. Intérimaire à durée indéterminée. Comme Caroline, 2000 personnes ont déjà signé cet improbable contrat. Merci beaucoup. Désormais, travail temporaire ne rime plus forcément avec précaire. En France, ils sont 2 millions d'intérimaires. Ils ont accepté la flexibilité, mais les premiers, ils profitent du retour de la croissance. Le secteur est en plein essor, plus 4,2% au mois d'août. Portrait croisé de salariés qui ont renoncé au CDI pour mieux surfer sur la vague de la reprise. Sur les bords de Loire, près d'Orléans, après une longue journée de travail, Serge ne boude pas son plaisir. Pour lui, être intérimaire, c'est un choix de vie. Je suis Serge, j'ai 43 ans. J'étais en CDI, j'ai démissionné pour devenir intérimaire. Actuellement, je suis cariste. Un manutentionnaire qui renonce à la sécurité de l'emploi. Drôle d'idée quand le taux de chômage atteint des records. Mais Serge tient à sa liberté. L'intérim, on est mercenaires. Voilà, on va là où ça paye le mieux. Quand on a le choix et la possibilité, c'est ce qu'on fait. Je suis en contrat la semaine, mais voilà, c'est un choix aussi. Je suis pas bloqué. Je trouve quelque chose, je peux y aller tranquille, je peux bouger. Quand vous êtes en CDI, vous pouvez pas aller voir ailleurs. Non, pas dans l'eau. Ça me pourrait la voiture. Viens là, viens là. Son ancien CDI lui a pourtant bien servi, notamment pour rassurer son banquier le temps d'obtenir un prêt immobilier. Mais maintenant, il a fait construire sa maison. Et il est bien installé. Serge ne regrette rien. La preuve en chiffres et en bulletin de salaire. En intérim, 2124 €. Là, on prend CDI. Donc, c'était à l'époque le projet d'acheter la maison. Donc, CDI, 1209 € net. On est quasiment à 1000 € d'écart. Pour un poste équivalent et le même nombre d'heures, l'intérimaire gagne presque 1000 € net de plus. Mais Serge a dû perdre sa mutuelle d'entreprise, les avantages du CE et accepter de prendre un sacré risque. Il y a peut-être des périodes un peu plus dures que d'autres. Mais bon, quand on bosse et qu'on fait du bon boulot en général. Non, il pense pas. Toi, tu penses pas. Non. Tu penses pas à dire. Parce qu'après, on n'avance pas. S'il se dit, oh là là, tu te rends compte la semaine prochaine. Moi, je serais comme ça. Je dis, oh là là, j'espère que tu auras une mission. Lui, il est plus posé, il me rassure. Et voilà. Avec l'argent supplémentaire qu'il gagne chaque mois, Serge paye de belles études à ses 2 filles. Depuis un mois, il travaille dans cet entrepôt de marchandises. Salut Serge. Ici, 7 personnes travaillent à plein temps. Si moi le dernier arrivé, j'ai pas de chaise. Combien d'intérimaires ici? Là, aujourd'hui, on est 5 intérimaires pour 2 embauchés. C'est le ratio habituel. Ouais, mais qui sont les embauchés? Anaïs, chef du dépôt. Et Jean-Pierre, chef de quai. Serge conduit son chariot élévateur entre 7 et 10 heures par jour. Dans cet entrepôt, l'intérimaire fait la chasse aux heures sup payées 25% plus cher.
On me propose de faire des heures en plus. Pour un intérimaire, c'est tout l'intérêt, c'est de les prendre. Là, je fais 7 heures. En début de mission ici, je faisais 10 heures par jour et ça me dérangeait pas du tout. C'est au contraire. Plus on me propose d'heures, plus je prends. Entre 5 et 40 camions à décharger par jour en fonction des arrivages. Anaïs Ginguenot, la responsable, doit sans cesse adapter sa main-d'œuvre à ce volume de travail très fluctuant. Bonjour, je vous appelle pour faire le point sur les intérimaires pour la semaine prochaine. D'accord. Donc, en cariste, nous avons monsieur. Il sera reconduit pour une semaine. Chaque vendredi, c'est un rituel. Anaïs fait le point avec les agences d'intérim de la région. Et pour l'instant, pas de besoin supplémentaire. Au revoir. C'est un peu contraignant, mais pour elle, pas question d'embaucher tous les intérimaires en CDI. Même si en ce moment, les affaires marchent mieux. Le problème, c'est que si un client s'en va du jour au lendemain, nous, si on a titularisé trop de personnes, ils vont se retrouver sans travail et c'est pas l'intérêt de licencier des personnes. Donc l'intérimaire, c'est plus facile, on le met en fin de mission. Si le besoin il revient la semaine d'après, on le rappelle. Voilà. À Orléans, le retour de la croissance est bien réel. La région est une plaque tournante pour la logistique et le stockage de marchandises. Les besoins en main-d'œuvre flexible explosent en ce moment. En plein centre-ville, à 2 pas de la cathédrale, il y a même une rue de l'intérim. Des dizaines d'agences de travail temporaire. En ce moment, chacune offre en moyenne une centaine de missions. Vous voyez, regardez en face, une boîte d'intérim. Ils recherchent, logistique, industrie, transport, ils recherchent. Ah oui, pareil, encore une autre. Serge vient ici tous les vendredis. Les intérimaires doivent signer leur contrat en fin de semaine. Et depuis 4 mois qu'il a choisi la précarité, il n'a pas connu un seul jour de chômage. Merci. Guillaume Lanave, le responsable, recrute à tour de bras. Son chiffre d'affaires a augmenté de 15% cette année. Vous signez chaque exemplaire ici. Un pour vous, un pour moi. Et les bons intérimaires comme Serge sont difficiles à garder. Serge il suffit qu'il descende la rue Bagné à Orléans où il y a 25 agences d'intérim et Serge aura du travail le lendemain. Dommage. Voilà. Pour chaque contrat signé, l'agence encaisse entre 10 et 20% de commission. Pour un travail identique. À Orléans comme ailleurs, pour l'instant, seul l'emploi intérimaire profite à plein de la reprise. Non, pas encore. Beaucoup d'entreprises nous appellent en disant voilà, on veut des profils, je sais pas, mettons, là on recherche 25 caristes. Dans l'optique, c'est pour un CDI, mais ils vont passer par l'intérim d'abord, des contrats de 6 à 8 mois, pour déboucher ensuite sur des CDI. À bientôt Serge, bon courage, on se tient au courant. Pour de nombreuses entreprises qui manquent de visibilité, l'intérim est devenu une sorte de période d'essai à durée indéterminée. En France, le recours au travail temporaire est en hausse. Chez les employés, plus 11,2%. Chez les ouvriers non qualifiés, plus 5,4%. Et même chez les cadres, plus 6% en août dernier. Désormais, l'intérim touche toutes les professions. Jusque dans les plus hautes sphères des entreprises. Les managers découvrent le travail temporaire en costume-cravate. Je m'appelle Marc Famtron, je suis cadre dirigeant et intérimaire. En 2013, l'entreprise pour laquelle Marc travaillait depuis 5 ans se réorganise et licencie. Du jour au lendemain, cet ingénieur surdiplômé se retrouve au chômage. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Depuis, Marc n'a pas retrouvé de CDI. Malgré sa forte expérience et une formation prestigieuse, l'une des plus cotées en France. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est mon diplôme de l'école des mines de Paris. Est-ce que quand on est ingénieur diplômé de l'école des mines, on imagine qu'un jour on va se retrouver intérimaire? Alors pas du tout, pas du tout. À l'époque, j'avais jamais imaginé que je serais un jour en contrat d'intérim.
Il n'y a aucune profession, entre guillemets, ou aucun statut où on est à l'abri du chômage. Vous voyez dans la presse que des PDG se font débarquer par leur conseil d'administration. Le fait de se retrouver en transition, en période de transition, arrive à tous les Français, à tout le monde. Et il n'y a pas une sorte d'élite qui serait tout le temps en plein emploi. À l'époque, plutôt que de rester au chômage et de risquer d'avoir un trou dans son CV, Marc prend les devants. Il découvre qu'il existe des agences spécialisées pour cadres dirigeants et décide de s'y inscrire. 6 mois plus tard, on lui propose une première mission dans une compagnie d'assurance. Marc n'a pas hésité et a accepté l'intérim plutôt que d'attendre un hypothétique CDI. Quelle date prévisionnelle on peut dire? Un contrat intérimaire d'1 an pour lequel il est payé plus de 10 000 € bruts par mois. Cela fait 9 mois qu'il travaille intensément avec cette équipe de cadres maison. On est sur la fin du projet, mais je dirais on est aux 2 tiers du projet. Donc moi, mon rôle a été un rôle de coordination de l'ensemble des équipes. Donc comme vous voyez dans cette réunion, on a une représentante du marketing, une représentante du métier, un représentant expert du métier et de la gestion, 2 représentants... Ici, le patron, c'est l'intérimaire. C'est le chef d'orchestre. On passe de la cacophonie à l'harmonie. C'est lui. Tiens la baguette. Marc ne travaille pas directement pour l'assureur, mais pendant la durée de sa mission, il a tous les attributs du salarié. Il a une carte de visite de Swiss Life, il a une messagerie Swiss Life. Vis-à-vis de l'extérieur, les gens qui sont en contact avec nous sur le projet ne sont pas forcément au courant, sauf si Marc en parle, de la situation dans laquelle il va se trouver. Cette situation d'intérimaire, Marc, lui, ne peut pas l'oublier. À la différence de ses collègues, pas d'intéressement, pas de participation. Mais maintenant que la reprise semble se confirmer, il espère bien que l'intérim n'aura été qu'une parenthèse. Bon appétit. J'apprécie beaucoup Swiss Life, je serais très heureux de rester chez Swiss Life. Mais si ça ne se fait pas, c'est le contrat, c'est les jeux. Avec les fluctuations de la conjoncture, l'intérim devient de plus en plus un passage obligé dans la vie d'un salarié. Pour les plus jeunes sans expérience, c'est même souvent la seule opportunité. 1 tiers des intérimaires a moins de 25 ans. Derrière les murs de cet hôtel bon marché, porte d'Orléans à Paris, cet ouvrier du bâtiment se réveille difficilement. C'est bon quoi, t'es prêt quoi? Il a partagé sa chambre à 53 € avec un collègue. Je m'appelle Elias, j'ai 24 ans, je suis intérimaire, je ne l'ai pas choisi. Et là, je suis monteur, je fais de la sécurité en hauteur. Toute la semaine, à 150 km de chez eux, ils installent des systèmes de sécurité sur les toits de Paris. Elias est un novice dans le bâtiment. Il y a 6 mois, il n'avait encore jamais mis les pieds sur un chantier. Lui rêvait de travailler dans l'industrie. J'ai fait un bac en génie mécanique productique. Et après, je suis parti en intérim, il fallait que je travaille, il fallait de l'argent et voilà. Dans mon secteur, dès que je cherchais dans la productique et tout, on me demandait d'expérience. Et moi, comme je sortais de l'école, j'avais pas d'expérience. Il faut donner un travail avant de dire qu'il faut de l'expérience. Donc voilà. Mais là, avec Temporis, moi, j'avais pas d'expérience dans le chantier, rien et tout. Mais ils m'ont proposé quand même ce travail-là et ça s'est bien passé. Il était dans l'impasse, c'est l'agence d'intérim qui l'a aiguillé vers ce secteur et lui a payé une petite formation. Plutôt que le chômage, il a préféré la flexibilité. En acceptant de se réorienter, Elias a trouvé du travail et peut-être le début d'une vocation. Il y a des gens qui préfèrent travailler dans des bureaux, il y en a d'autres qui préfèrent travailler dehors. Nous, on est dehors, en hauteur, donc voilà, quoi, c'est comme ça qu'on aime travailler, quoi, finalement. Tu me dis quoi, c'est bon, je tire. Et puis surtout, l'intérim a permis à Elias, qui habite toujours chez ses parents, de pouvoir enfin se projeter dans l'avenir. Vous avez des projets particuliers? Je vais acheter ma maison, ma petite voiture, faire ma vie avec ma petite femme, etc. Viens, on va prendre une photo vite fait, viens. Fais une belle tête, moi. Une belle tête, t'es marrant. Je fais la tête que ma mère m'a fait. L'intérim, un bonheur faute de mieux?
Pour Ilias, cette nouvelle forme de travail lui a ouvert la porte d'une vie active qui jusqu'alors lui était refusée. Paris, la foule des grands boulevards. En général, la consommation tire la croissance. Et si elle est de retour en France, c'est sûr, elle a dû passer par ici. Pour en avoir le cœur net, j'ai rendez-vous avec une jeune femme au rayon électroménager. Si je vous entends, il n'y a pas assez de carburant dans la machine. Mathilde Lemoine, chef économiste chez HSBC. Alors tous ces frigos, ces lave-linges, ces lave-vaisselle, est-ce qu'ils vont partir? La consommation a redémarré en France. Le problème, c'est que pour l'instant, on a vu que l'augmentation de la consommation s'était portée plutôt sur l'essence et sur l'agroalimentaire, les produits de consommation courante alimentaire, mais pas sur le reste. Ça ne s'est pas encore diffusé au reste de la consommation. Qu'est-ce qui fait justement qu'on n'a pas cette confiance nécessaire pour acheter des biens d'équipement relativement coûteux comme cela? La peur d'être au chômage et puis le manque de perspective d'activité, aussi bien en zone euro, mais aussi dans le reste du monde. Pourquoi cette reprise est-elle plus laborieuse que les autres? On a l'impression qu'elle est plus longue à se mettre en route et moins intense. Le dopage du crédit s'est arrêté dès le début de la crise. Ça s'est traduit par une augmentation du taux de chômage partout dans le monde. On est très dépendant de la consommation des ménages, aussi bien en Asie qu'en Amérique latine, mais aussi en Europe. Et donc le niveau d'activité est beaucoup plus faible. Ça veut dire que ce n'est pas un problème français seulement? Pas seulement. Alors ensuite, il y a eu les politiques d'austérité en zone euro qui ont pesé aussi sur la consommation des ménages. Et finalement, on se retrouve avec des surcapacités de production. Le meilleur exemple, je crois que c'est l'automobile, où on a vu qu'il a fallu licencier beaucoup de personnes parce que c'était dimensionné pour un niveau d'activité très supérieur à celui qu'on avait connu. Il va falloir du temps pour qu'on retrouve un niveau d'activité durablement plus fort. Combien de temps faut-il? Alors, c'est tout le débat aujourd'hui entre les économistes. Les plus pessimistes parlent de stagnation séculaire, donc au moins une dizaine d'années, et les plus optimistes considèrent que si on fait marcher la pompe à crédit, on devrait retrouver un niveau d'activité relativement élevé rapidement. Mais tant qu'on ne sait pas dans combien de temps on va retrouver un niveau d'activité élevé de façon durable, les entreprises, elles aussi, n'ont pas confiance et donc elles n'investissent pas et ce mécanisme traditionnel de reprise ne s'enclenche pas. Mais que se passe-t-il en France? Pourquoi la croissance ne décolle-t-elle pas? Alors que nous avons tant d'atouts, tant de richesses, comme ici à Thiers, en Auvergne. Une ville mondialement connue depuis 600 ans pour son industrie du couteau. Rencontre avec un coutelier de la cité, Stéphane Brossard. Bienvenue à Thiers. Tiens, je vais déjà vous montrer le couteau que j'ai sur moi. Et ça, c'est le modèle emblématique de la ville de Thiers. Voilà un échantillon de la production locale. Donc là, on va passer par la vallée des usines. La vallée des usines est un spectacle de désolation. Incroyable, sur des kilomètres, des coutelleries abandonnées. Là, de ce côté, les vieilles usines qui sont complètement à l'abandon. Il y a encore leur cachet publicitaire dessus. C'était les marques d'antan, donc qui faisaient la gloire du tir industriel du début du XXe siècle. Absolument, absolument. C'était il y a un siècle, l'âge d'or du couteau thiernois. Puis le déclin, il y a 30 ans. Tout ça, c'était le site vraiment de production de la coutellerie thiernoise. Et il n'y a plus rien. Des bâtiments complètement désaffectés. Complètement abandonnés. Stéphane, des gens comme vous, qui font encore des couteaux à Thiers, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Mais effectivement, il en reste une centaine d'entreprises, hein, soit 2000 personnes qui travaillent pour la coutellerie à Thiers. Il faut imaginer qu'il y a 30 ans, on était une vingtaine de mille sur le bassin thiernois à travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel sinistre? On a encore parlé de la mondialisation. Hein, la Chine, le Pakistan ont complètement pris le marché. Alors,
Les couteliers qui ont réussi à se réorganiser sont allés en zone industrielle, hein, où c'est beaucoup plus pratique, mais la plupart n'ont pas été remplacés. On peut apercevoir, là, regardez, des usines, des ruines, des champs de ruines, hein, comme s'il y avait eu un ouragan. Exactement, on dirait qu'il y a eu une l'ouragan catastrophe. de la mondialisation. Hein. Bon, je vais vous montrer les rouets là, qui sont le long de la rivière. Alors comment ça fonctionnait cette roue? Alors, ces roues étaient entraînées par l'eau, comme le système de moulin, qui entraînait un bras avec des meules. Hein, et ces meules servaient à blanchir les lames. Alors, je vous en ai apporté quelques-unes. Ouais. Alors voilà, je vous ai amené une lame brute hein, qui n'a pas été travaillée. Et ces meules servaient à faire le biseau et à blanchir les lames. L'amener au tranchant. C'est la même matière, donc là. Lame brute, lame finie. Lame travaillée. Voilà. Il reste aujourd'hui 80 entreprises de coutellerie ici, dynamiques comme celle de Stéphane. Lui, pour s'en sortir, il a investi. Il a déménagé et fait construire ses nouveaux locaux au centre-ville, rassemblant magasins et ateliers sous un même toit. Bienvenue dans notre coutellerie, notre outil de travail. Hein, voilà la nouvelle boutique. La nouvelle boutique. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, les rouets, donc les gens qui travaillaient avant, donc tout imagé là ici. Qu'est-ce qu'ils font allonger alors? Alors là, c'est les émouleurs couchés. Et avec cet outil, que l'on peut apercevoir dans leurs mains, hein, ils venaient faire le biais de la lame. C'est-à-dire le biseau, l'affûtage. Donc, ils venaient coincer la lame dans ce coin, hein, avec un autre coin, qu'ils remettent sur ce bâton. Et c'est la meilleure position qu'ils avaient pour faire le biais recto et verso. Et c'était des conditions physiques pas faciles alors de boulot. On voit d'ailleurs des enfants quasiment, ou des très jeunes en tout cas. Très jeunes. Et alors quelque chose de très particulier, je ne sais pas si vous voyez, monsieur Langlais, sur leurs jambes, ils ont tous des chiens. Ouais, donc le chien servait à quoi? On a vu tout à l'heure dans les vallées très encaissées, humides, jamais de soleil. Et le chien servait à réchauffer ces gens qui travaillaient là 12 heures par jour. Hein. Des couteaux made in Auvergne de 50 € jusqu'à 700 € comme celui-ci. Des pièces fabriquées juste à côté, dans l'atelier où 10 ouvriers affûtent, guillochent, c'est-à-dire ornementent, ou façonnent les lames à l'ancienne. Alors là, je vais vous montrer, par rapport à ce qu'on a vu, la partie brute. Là, on va en fait préparer l'ornementation des pièces. Il a aussi 2 apprentis comme Manu. Bon, ben maintenant, je vais vous montrer la partie façonnage. Alors une fois qu'on a monté le couteau, on a mis le manche hein, qui est brut. On vient donner la forme au couteau. Donc Manu est en 2e année. On les garde 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et ils sont là pour apprendre de nos anciens. Hein. Alors Manu, tu te vois coutelier plus tard? Ouais. Oui, ça t'intéresse? Ah oui, beaucoup. On va aller sur un autre Passion point. et savoir-faire, Stéphane les fait aussi partager dans cette salle aux touristes. Pour ce faire, je vais vous donner un tablier. Vous allez passer votre tablier, donc on prendre votre verre. Ici, en 1 heure, on assemble son propre couteau. En haute saison, c'est plein à craquer. Dans le montage d'un couteau, Une diversification qui a permis à cette coutellerie datant de 1919 de sortir la tête de l'eau. C'est le travail de pro. c'est ça. Tout ça, Stéphane, est-ce que ça vous a permis de sortir de la crise? Oui, je pense qu'on est sorti de la crise. Alors, c'est compliqué. Il a fallu qu'on déménage, hein, venir s'implanter en ville. Un gros investissement. Mais cet investissement, il est en train de payer. On continue toujours à vendre nos couteaux en France et dans le monde entier. Mais surtout, cette partie touristique, montrer aux gens comment travailler, ça, c'est vraiment une part très active pour sortir de la crise. Mais si la capitale du couteau n'a rien perdu de son charme médiéval, Thiers reste une ville marquée par la crise. Dans ces ruelles escarpées du centre, hors saison, on ne croise pas grand monde. À Thiers, ça ne vit plus. Là, c'était... ils vendaient des pantalons à Arlel, hein. Il y avait un bijoutier, là. Il y avait une crèmerie. Et tous les magasins, c'était tout pris. Il y avait même une poissonnière en travers là-haut. Tout a disparu. Ah ouais. La désindustrialisation a laissé des traces sur les façades du centre. Regardez, un immeuble comme celui-ci, de 3 étages avec une cave et un grenier, il va être mis à prix la semaine prochaine pour 6 000 € seulement.
Depuis la crise, le chômage a grimpé. De 7,5% de chômeurs en 2008, on est passé à 10,9% aujourd'hui. Les chômeurs tiernois qui sont restés n'ont pas les moyens d'aller chercher du travail là où il y en a. Alors, des associations de réinsertion prennent le relais. Bonjour. Bonjour, je suis François Langlais. Gaël Roumeau, directeur de l'association Passerelle, un tiers. Merci de nous accueillir. Donc c'est votre chantier alors? Oui, donc ici vous êtes sur le chantier d'insertion avec 4 bénéficiaires et Michel, l'encadrant technique. Bonjour, François Langlais. Bonjour. Donc c'est de l'insertion par le biais d'un chantier de plâtrerie peinture. Ici, on apprend ou on réapprend un travail. 26 heures par semaine, 840 € par mois. Certains étaient encore dans la rue il n'y a pas si longtemps. C'est des gens qui sont loin de l'emploi quand on les prend. C'est quoi le problème typique qu'ils rencontrent? Alors, ces le gens gros problème recueillis qu'on a aujourd'hui, c'est la mobilité. À Thiers, beaucoup de gens n'ont pas le permis de conduire. Et donc, on essaye aussi de leur faire passer le code de la route ou de les envoyer vers une plateforme mobilité pour qu'ils puissent apprendre la conduite. Mais problème, un permis de conduire coûte 1 000 €. Et Sylvie, pour le moment, n'en a pas les moyens. Elle est sans emploi depuis plusieurs années, elle a 36 ans et 4 enfants. Sylvie, vous êtes là depuis combien de temps? Ça va faire 5 mois que je suis là. C'est quoi aujourd'hui votre principale difficulté sur le marché de l'emploi? De ne pas avoir de voiture. Ah oui. De ne pas avoir de permis surtout. Voilà. Les emplois, ils sont à quel endroit aujourd'hui? Vichy, Clermont, c'est là où il y a plus d'activité. Et c'est pas très loin en fait, à 3 quarts d'heure à peu près. Donc avec une voiture, vous pourriez trouver un boulot? Oui, oui, oui. Et vous avez bon espoir là d'y parvenir? Oui, j'espère bien. Bon, ben on vous le souhaite. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Favoriser la mobilité pour, partout en France, un jour, pouvoir retrouver la croissance. C'est aussi accepter de faire le deuil des industries passées. Alors nous voilà au dépôt de la Chapelle. Laurent Davzy, économiste, connaît bien la question des inégalités des régions face à l'emploi. C'est un endroit où on a réparé pendant 150 ans les locomotives de la SNCF jusqu'en 2013. Il y avait combien de personnes qui travaillaient là? 600 personnes à une certaine époque. On va croiser les fantômes des locomotives les plus prestigieuses de l'histoire du rail français. Laurent Davzy, on l'a vu, Thiers, c'est une ville de 11 000 habitants. En 2007, selon l'INSEE, il y avait 5 700 emplois industriels dans ce bassin. 5 ans plus tard, 4 800, c'est-à-dire 900 ont disparu en 5 ans seulement. C'est une hémorragie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ces villes-là? D'abord, il n'y a pas qu'à Thiers. Hein. La France, dans le même temps, perd 450 000 emplois. Destruction nette. De façon générale, ce qui a été la crise de l'emploi depuis 2007, ça a moins été le fait qu'on a des pertes d'emplois industriels qu'on avait déjà avant. C'était antérieur à la crise. De 2000 à 2007, Thiers perdait de l'emploi déjà. Le problème, c'est qu'on n'en a pas créé. La panne, c'est la panne de création, c'est pas la panne de destruction. Et pourquoi une panne de création dans ces villes? Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à voir émerger des activités productives compétitives dans le pays, dans des territoires qui sont des territoires non métropolitains. C'est le terme à la mode aujourd'hui, des métropoles. Ces emplois qu'on aimerait voir créés partout en France, ils se créent aujourd'hui dans 6-7 grandes villes françaises, très dynamiques, et pas à Thiers, mais pas plus à Tulle ou à Mende. Il y a 2 France, et on le voit bien en regardant cette carte. C'est la carte de la création d'emplois entre 2007 et 2014. Les zones rouges, qui sont beaucoup plus nombreuses, c'est les zones où on a détruit de l'emploi sur ces 7 ans. Et puis à l'inverse, les petits îlots verts, c'est les zones de France où on a créé des emplois. Alors, qu'est-ce qui explique cette polarisation de l'activité économique dans notre pays? Oui, il y a une très forte discrimination de l'économie par rapport au territoire, qui est tout à fait nouvelle, hein, avec cette intensité-là. On a détruit de l'emploi partout. Or, les emplois qui se créent aujourd'hui, c'est plutôt dans ce qu'on va appeler les métropoles. Et c'est Lyon, Toulouse, Nantes. Ces créations, elles sont dans les secteurs qui sont aujourd'hui les secteurs qui soutiennent la croissance. C'est notamment des secteurs de haute technologie. Si je prends l'exemple, par exemple, du numérique, qui crée 70 000 emplois, en gros, dans la période. Hein. Si vous prenez les lieux où ces emplois se sont créés, 15 communes de France,
sont à l'origine de 82% de ces 70 000 créations. Ça veut dire que ça a été C'est créé une sur un tout petit territoire. concentration. L'emploi se développe sur les territoires, en fait, en relation extrêmement forte avec la part de la population active ayant un diplôme du supérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces territoires déshérités? Quelle est la bonne politique pour les aider? Moi, c'est pas l'égalité territoriale qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'égalité sociale et la question, c'est en quoi le territoire peut être un obstacle ou favoriser. Il faut aider les gens et pas les territoires. C'est ça votre message? Bien sûr, il faut aider les gens et pas les territoires. Je pense d'abord aux jeunes. Il faut aider les jeunes à partir, il faut les aider à aller travailler, à se former là où il y a des opportunités pour eux, dans un spectre très large de métiers, de bac plus 2 à bac plus 10, qu'il y ait des bourses, qu'il y ait des transports gratuits, qu'il y ait du logement étudiant, etc. Ça veut dire qu'il faut bouger, il faut quitter les régions déshéritées. Il n'y a pas une fatalité. On parle beaucoup des territoires qui vont mal, évidemment. Mais prenez Brive-la-Gaillarde, prenez Pau, prenez d'autres territoires de ce type-là. Vous avez des entreprises qui fonctionnent, qui se développent. Vous avez plein d'autres activités qu'on pourrait considérer comme banales, mais dans lesquelles on injecte ce que vous appelez la modernité, technologie, design, mode de production, etc., qui peuvent parfaitement se développer. Et on le voit déjà dans des territoires sur lesquels beaucoup de gens ne parleraient pas beaucoup d'argent. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher au passé. Un lieu comme ici, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il faut le raser. Non, il faut transformer. Si on peut réutiliser ce lieu pour faire autre chose, pour faire des activités modernes, tant mieux. Sinon, il faut effectivement le raser. L'industrie et ces monuments en France ne doivent pas être une espèce de mausolée généralisé. Le monde change tout le temps. Et le monde change, et ce lieu changera dans les années qui viennent. Soit dans sa forme, soit dans sa fonction. Mais il changera. En un mot, l'économie se transforme et il faut savoir virer au bon moment. Histoire, le remet deux fois au parti Histoire Aviation. Résister aux turbulences économiques, ça ne s'improvise pas. Il faut savoir prendre de la hauteur et prendre des risques. Alors nous survolons les volcans d'Auvergne. Ils en ont traversé les crises et nous approchons de la ville d'Issoire. Il y a là-bas une entreprise qui a su jouer de tous les leviers de la croissance. On va aller voir ça d'un peu plus près. Retour sur Terre. Nous allons atterrir sur une terre dont rêve François Hollande, car à Issoire, la courbe du chômage s'est inversée de peu. Son taux est aujourd'hui de 9,4%. Je m'attendais à une secousse beaucoup plus vive. La clé du succès de cette ville auvergnate, c'est le dynamisme de son tissu industriel. Comme ce constructeur d'avions, Rexia, en fait un groupe familial qui a su diversifier ses activités. Bonjour. Bonjour. François Langlais. Enchantée, Isabelle Monniot. Alors c'est vous la patronne? Eh bien oui, je suis la fille du patron. C'est vous qui avez conçu cette bête-là? Eh bien nous l'avons réalisé, conçu, designé, on le produit actuellement. Ici, on est entrepreneur de père en fille. Allons-y. Donc c'est votre showroom ici? Oui, tout à fait. Alors c'est l'atelier où on prépare les avions pour la piste dans le but de les commercialiser. Le pari gagnant, ce sont ces avions légers de 2, 3 ou 4 places, tout en carbone. Ils sont intégralement construits par cette PME et ils lui ont permis de sortir de la crise. Et un Iris qui est un planeur. Avec nos avions, on a su démontrer, comme on le ferait un Airbus ou le ferait un Airbus hélicoptère ou un Dassault, qu'on est capable de faire la même chose qu'eux. Vous êtes le petit Airbus d'Auvergne. Eh bien voilà, par exemple. L'aéronautique, une passion familiale, c'est le cœur de l'activité. Il y a les petits avions, mais surtout les pièces que l'on construit pour les gros avionneurs. On va aller se diriger vers une des pièces qu'on peut faire dans le groupe, qui est représentative. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on dirait la coque d'un navire, hein, vu de dessous comme ça. Alors c'est pas du tout la coque d'un navire, c'est une pièce aéronautique qui va en haut de la queue d'un avion, donc sur un Falcon de chez Dassault Aviation. Dassault, mais aussi Airbus. Le savoir-faire de cette entreprise, c'est le matériau composite pour les ailes, les coques d'avion. C'est un peu fait comme une colonne vertébrale d'être humain, un avion. Au moment de la crise 2008-2009, l'activité elle chute de combien? L'activité elle chute à peu près de 25 à 30%. Et encore, je pense qu'on a été relativement épargnés, puisqu'on a vu certains de nos confrères déposer le bilan assez rapidement. Nous, on a eu un choix stratégique de vouloir diversifier les activités le plus tôt possible. Ça vous a permis de résister mieux que les autres. Et ensuite, on est une entreprise familiale, donc on n'a pas de compte à rendre à des actionnaires extérieurs. Donc, tout ça, ça se fait
au moment du repas familial, le dimanche, on Voilà, discute. exactement. La volonté étant de ne pas vivre de son capital mais son travail, on a systématiquement réinvesti tout ce qui était bénéfice des sociétés les années antérieures. Jamais de dividende pour l'actionnaire. Jamais, il n'en est jamais tombé. Résultat, ce groupe qui emploie 650 employés n'a licencié personne, même au plus dur de la crise. Aujourd'hui, les affaires sont reparties de plus belle, on recrute plutôt. Je vais vous montrer un petit peu d'où on part pour arriver à des pièces aéronautiques. Donc on part de tissu. C'est du tissu en fait. C'est du tissu, voilà. Si vous voulez toucher un petit peu, vous vous rendrez compte que c'est exactement ce qu'on va retrouver en habillement. C'est votre matière première. Voilà, donc Vous voulez dire qu'avec ça, on fait des avions? Avec ça, on fait des avions. On arrive à faire ce genre de pièces-là. C'est cette pièce unique au fond, hein, c'est ça? Voilà, c'est l'avion dans lequel vous avez volé. Ah, dites donc, voilà. c'est pas vrai. Si. Votre avis, comme ça, vous venez, ça pèse combien? 200, 250 kilos Alors, si je vous dis que je peux le soulever. Bah, je dis que vous êtes forte. Ah oui, impressionnant. Attendez, alors, je vais essayer. À vous? Oui, c'est effectivement, ça fait quoi, je sais pas, 60, 80? Eh ben, ça fait 40 kilos. 40 kilos. Bel exemple de réussite que Rexia, qui pèse aujourd'hui 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a la branche aéronautique, 60% de l'activité, mais pas seulement. On fabrique également des roues de vélo de compétition dans le Jura. Et puis, autre technologie, des branches de lunettes en carbone. Donc, super light. Exactement, très confortable, qui vous vont très bien par ailleurs. Des branches de lunettes, des roues de vélo, mais aussi des morceaux de train comme le nez du TGV, des bornes d'arrêt d'urgence pour autoroute, et dans un tout autre domaine, des prothèses médicales, ou encore des pièces pour sport mécanique. Votre secret, c'est d'avoir plusieurs jambes, quoi. Oui. Quand il y en a une qui faiblit, alors, vous appuyez sur l'autre. Bon auvergnat, on dirait qu'on ne met pas tous nos œufs dans les mêmes paniers. La crise, c'est un trou d'air. L'économie qui pique du nez. Le risque, c'est le crash. C'est le moment où il faut tout remettre en question. Innover, chercher de nouveaux marchés pour trouver les produits qui seront les leviers de la reprise. L'économie, c'est une affaire de cycles, de crises et de reprises qui se succèdent. Mais l'économie peut aussi être soutenue par des politiques économiques de l'État, en particulier la fiscalité. Et la mesure phare depuis 2013, celle qui a coûté le plus cher, près de 30 milliards d'euros, c'est le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Coup de fouet à la croissance ou chèque en blanc, enquête sur ces milliards distribués aux entreprises. Après l'orage, il souffle un vent nouveau sur cette usine de la région nantaise. Ici, nous sommes au royaume du vérin. Grands ou petits, il y en a de toutes les tailles. Ils finiront sur des machines agricoles ou sur des engins de chantier. Des vérins que ce patron avait de plus en plus de mal à vendre face à ses concurrents étrangers. Mais depuis quelques mois, il voit le bout du tunnel. Grâce à l'État, qui lui a fait un joli cadeau, ce chèque de 365 000 euros. Je m'appelle Alexandre de Cugnac, je suis directeur général de la SH Le Duc depuis 2008. Et pour nous, le CICE a été une véritable bouffée d'oxygène. Le CICE, ou Crédit d'impôt compétitivité emploi, une subvention investie en grande partie dans cette machine. Tu vas bien? Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Bon, mise au point, pas de soucis particuliers? Non, ça y est, c'est parti. Un robot super efficace, capable d'usiner des pièces seules 24 heures sur 24. Il va ainsi permettre de produire des vérins plus vite et moins chers, de gagner en compétitivité. De quoi mieux concurrencer les industriels allemands. Donc déjà, fin du mois, ça va aller mieux. Et c'est vraiment l'investissement de l'année l'an dernier. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des investissements pareils, avec les difficultés qu'on connaît tous en 2009-2010. Là, le CICE nous a permis vraiment de rebondir et de prendre confiance. On gagne en compétitivité, on prend des nouveaux marchés. Et avec ça, on investit parce qu'on a plus de confiance sur l'avenir. Il est tellement sûr de regagner des parts de marché qu'il a embauché Alexandre Davin. Monsieur de Cugnac. Ça va? Oui, très bien. Bon, la qualité est bonne?
Oui. Pas de souci? Non, ça va. Non. Bon. Cet ancien intérimaire a signé son premier CDI l'année dernière. Il attendait depuis des années. Je suis déjà beaucoup plus serein et ça va me permettre d'envisager des projets comme l'achat d'une maison. Donc avec ma compagne, et puis comme on a eu une petite fille là récemment, une petite Rose le 28 mai. Donc c'est très bien. Comme lui, 8 autres personnes ont été embauchées grâce à l'aide de l'État. La société compte désormais 260 salariés. Et la subvention publique a été obtenue très facilement. Voilà comment elle se calcule. Dans l'entreprise, on prend tous les salaires inférieurs à 3 613 € bruts par mois. On les additionne sur l'année entière. Le CICE représente 6% de cette somme, soit exactement 365 058 € pour cette PME. Une aide publique qui se transforme en investissement et en emploi. Un vrai miracle, digne de figurer dans les plus beaux rêves de notre président. Monsieur le Président de la République. Car c'était bien son objectif quand il a créé le CICE, le Crédit d'impôt compétitivité emploi, la grande réforme de son quinquennat. C'est un crédit d'impôt qui vaut pour toutes les entreprises dès l'exercice qui va s'ouvrir. Ce crédit d'impôt sera simple, sans aucune formalité administrative. Il sera général. Toutes les entreprises sont concernées, même celles qui ne payent pas l'impôt sur les sociétés. C'était le temps des amours fragiles entre la gauche et le patronat. Même Pierre Gattaz, le patron des patrons, applaudit et s'exhibe désormais avec son pins 1 million d'emplois. Pourtant, 2 ans et demi plus tard, la courbe du chômage ne s'est toujours pas inversée. Alors, à quoi ont servi les 30 milliards du CICE? Nous nous sommes invités au comité de suivi de cette mesure phare du quinquennat. Et il y en a du monde pour suivre le CICE. Il faut dire qu'1 million d'entreprises en a bénéficié l'an dernier. Il y a des milliers de données à analyser. Un travail colossal, dirigé par Jean Pisani-Ferry, un économiste éminent. Bien, la réunion donc va être consacrée à la relecture du projet de rapport que vous avez tous reçu. Le CICE remplit-il ses objectifs de relance? Le rapport de ces experts ne répond pas à la question. Aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de dire si le CICE crée des emplois ou crée de l'investissement? Non. Non, je ne peux pas dire. Je peux dire voilà des intentions que les entreprises donnent lorsqu'on leur pose la question. Mais entre les intentions des entreprises et la réalité, il peut y avoir des tas de choses. C'est dit en termes feutrés, mais le rapport reconnaît tout de même que le CICE ne porte pas toujours ses fruits. On y découvre que seulement 35% des entreprises dans l'industrie estiment que le CICE pourrait avoir un effet sur leur niveau d'emploi. Alors, pourquoi les premiers résultats sont-ils si mitigés? Tout d'abord, parce que le CICE a été distribué à des entreprises qui n'en avaient pas forcément besoin. Illustration ici à Lyon, la capitale de la soie, mais aussi du numérique, avec ses 4000 entreprises dans le secteur. Nous sommes dans les locaux de Cybercité. Ici, 95 salariés font tout pour optimiser les sites internet de leurs clients. Ils se débrouillent pour qu'ils soient plus visibles sur la toile ou sur les réseaux sociaux. On appelle cela du web marketing. Les affaires marchent bien pour les 2 fondateurs de l'agence qui viennent de renouer avec une croissance à 2 chiffres. Autant dire que le chèque du CICE était un peu superflu. Nicolas Claraz, président de Cybercité, bénéficiaire au titre du CICE d'un chèque de 123 000 € fait par l'État. Cadeau, chèque en blanc, pris avec plaisir, mais qui n'a pas eu un impact significatif sur le développement de l'emploi. Et ce patron va nous tenir un discours totalement inattendu. Ses principaux concurrents étant français et non pas étrangers, il ne subit pas la concurrence des pays à bas salaire. Voilà pourquoi, selon lui, l'État a gaspillé de l'argent en lui versant ce crédit d'impôt. On n'était pas en attente de ça pour faire redémarrer notre activité, ou voilà. Donc on nous fait un chèque, on le prend. Encore une fois, et si on nous fait un chèque du double de ce montant-là l'année prochaine, ce qui ne sera pas le cas parce que la base ne change pas, mais voilà, on le prendra aussi.
Ce qui est mon avis de citoyen, peut-être plus que d'entrepreneur là sur le sujet, c'est que c'est un peu dommage dans un contexte budgétaire tendu et qu'il sera encore dans les années qui viennent. Et on fera mieux de mettre l'argent là où c'est le plus efficace. Donc, Mais alors, qu'a-t-il fait de cet argent? Il n'a pas embauché. En revanche, comme près d'une entreprise sur deux dans les services, il a augmenté les salaires. Un sacré paradoxe pour une mesure censée diminuer le coût du travail. Il se trouve qu'on a fait le choix, nous, ces 2 dernières années, d'affecter quasiment l'intégralité du CICE aux augmentations de salaire. Il n'y a chez nous aucune embauche qui directement a été liée au CICE. Voilà. À l'Assemblée nationale, certains députés voient eux aussi le CICE comme une aide saupoudrée à tort et à travers. Et jusque dans la majorité, la grogne monte. Jean-Marc Germain, l'un des frondeurs, milite pour que le CICE soit réservé aux entreprises qui s'engagent à investir. Alors moi je comprends que dans un premier temps où toutes les entreprises françaises allaient mal, et d'ailleurs elles avaient des problèmes de survie quasiment, de trésorerie, que dans un premier temps on a été très généreux et peu regardant sur les contreparties, mais maintenant que l'économie va mieux, je crois qu'il est temps, j'espère que ça se fera dès ce budget-là, qu'on fasse converger cet argent là où il est utile. Au fond, on a arrosé très large. Maintenant, arrosons la pelouse et les fleurs, et comme ça, elles pousseront mieux. D'autant que certains gros bénéficiaires de cette aide publique ne semblent avoir fait aucun effort pour préserver l'emploi. Prenez la Poste. Elle a empoché 352 millions d'euros de CICE en 2014, le record en France. Mais elle a supprimé 5240 emplois. Le laboratoire Sanofi, en 2 ans, 27 millions d'euros de CICE et 1178 postes en moins. Les plus grandes banques françaises ont, elles, cumulé 300 millions d'euros, tout en éliminant 3332 postes l'an dernier. Alors, comment une aide publique censée favoriser l'emploi peut-elle être empochée par des entreprises qui suppriment des postes? Pour ce membre du comité de suivi du CICE, rien d'étonnant à cela. Pascal Pavageau, secrétaire confédéral à la Force ouvrière. Pour nous, à Force ouvrière, le CICE revient à un chèque cadeau de 20 milliards distribué aux entreprises. En fait, pour lui, dès l'invention du CICE, le ver était dans le fruit. Rien n'a été prévu pour contrôler l'utilisation de cet argent public au sein des entreprises. Si il est avéré demain qu'un chef d'entreprise, avec l'argent, mettons, des 200 000 euros de CICE qu'il aurait touché, ferme un site de production en France et utilise son CICE, son chèque de 200 000 euros pour payer le déménageur et transférer l'activité dans un pays à bas coût, je pense que tous les politiques, tous les citoyens, a fortiori d'abord les salariés concernés, crieront au scandale et en disant que c'est abject. Tout le monde hurlera, sauf que c'est légal. Aucun contrôle. Et de la part de certains grands groupes, des dérapages qui frôlent l'extorsion de fonds. Pour le comprendre, direction Saint-Ouen, au nord de Paris. Ici, on vend de la propreté. Cette entreprise propose des prestations de ménage à de grandes sociétés. Philippe, je voulais te voir justement en mois d'avril. Il faudrait qu'on voit pour participer comme on avait fait l'année dernière. C'est Catherine Chalvin qui dirige l'entreprise fondée par son grand-père. Une femme à poigne. Une des seules chefs d'entreprise qui a eu le courage de nous parler d'un sujet totalement tabou, le racket au CICE. Au départ, il y a ce contrat respecté par son client depuis des années. Donc c'est tout le contrat, donc c'est effectivement un contrat un petit peu effet. La formule est très barbare. Une formule qui autorise Catherine à augmenter ses prix tous les ans en fonction du coût de la vie. L'année dernière, ces tarifs devaient donc progresser mécaniquement de 1,38%. Sauf que cette fois, le client a refusé l'augmentation prévue. Et malheureusement, ce client-là nous a téléphoné, puis écrit pour nous dire que ça ne serait pas 1,38 comme on l'avait calculé, mais 0,74. Au prétexte, effectivement, que le CICE était une manne pour les entreprises et qu'il fallait rétrocéder cette partie-là. Rétrocéder le CICE, c'est-à-dire abandonner une partie de sa subvention qui est siphonnée par le client.
soit, pour Catherine, 300 000 euros de perdus. Autant d'argent qu'elle n'utilisera pas pour embaucher ou pour investir. Ce qui est surtout dommageable, c'est que d'une bonne réforme qui permettait aux entreprises, aux chefs d'entreprise de partir avec un élan positif et de se dire effectivement on investit pour les 3, les 5 ans, bah, ça va rendre de nouveau le chef d'entreprise très frileux. On va peut-être prendre l'argent du CICE, mais on va certainement pas le dépenser en se disant bah, il vaut mieux le garder pour l'hiver prochain si quelqu'un nous le redemande. Catherine reste discrète sur le nom de son client, avec lequel elle est toujours en affaires. Tout juste nous a-t-elle avoué que c'est une entreprise publique qui pratique ce racket au CICE. Et d'ailleurs, elle est loin d'être la seule victime. De grands groupes, privés cette fois, exigent eux aussi que leurs sous-traitants leur reversent une part de leur CICE. Nous nous sommes procuré ce document issu d'une entreprise d'intérim. Elle adresse à son client une remise exceptionnelle de CICE de 4 800 €. De l'argent public qui, normalement, aurait dû servir à investir et à embaucher et qui se retrouve dans les caisses d'un gros client. Les responsables de la société d'intérim, enregistrés à leur insu, reconnaissent que leurs clients profitent de la situation. Et en effet, c'est des pratiques qui se retrouvent et dont on est victime. Mais comment est-ce que ça se passe quand vos clients vous demandent de leur rétrocéder une partie de votre CICE? C'est plutôt des grands comptes qui sont en fait de ce genre de pratiques et qui réclament souvent des remises dues au CICE. Et pourquoi vous n'avez pas refusé? Après, on est dans une position délicate puisque, en effet, les concurrents le font. Donc, ils ont des politiques agressives de prix et donc on est obligé de suivre, c'est sûr, hein, pour ne pas perdre des clients. Investissement et embauche, augmentation de salaire ou bien raquette. 30 milliards et 2 ans et demi plus tard, le CICE n'a pas encore porté ses fruits. La croissance n'est toujours pas repartie pour tout le monde. Pourtant, la baisse du coût du travail, c'est le levier principal de politique économique du quinquennat de François Hollande. Et les résultats se font toujours attendre. Le chômage ne cesse de battre des records. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait jouer sur la monnaie, dévaluer le franc pour accroître notre compétitivité. La France l'a fait massivement entre la Première Guerre mondiale et les années 80, les années Mitterrand. Aujourd'hui, avec l'euro, ça n'est plus possible. Il a donc fallu trouver autre chose. Et toute la zone euro s'est alignée sur le modèle allemand. Austérité budgétaire, flexibilité et réduction du coût du travail, au risque de compromettre la reprise. Mais alors, que faudrait-il faire? Rendez-vous au musée du Louvre. Dans ce palais au centre de Paris, j'ai rendez-vous avec un conseiller du prince qui lit l'avenir le temps d'une exposition. Pour faire cette histoire qui raconte l'histoire de l'humanité de moins 2000 ans jusqu'à 2050. Reprise ou recrise? Ici, Jacques Attali nous raconte sa brève histoire de l'avenir. Alors comment est venue l'idée de cette exposition? Il y a des grands invariants dans l'histoire. Voilà. Et ces grands invariants, sur 5000 ans, nous permettent de comprendre où on va. 5000 ans d'histoire humaine, d'histoire économique aussi, comme avec ces cordelettes utilisées par des comptables incas. Pour échanger, il faut peser, mesurer. Ça, c'est tous des poids qui ont parfois 3000, 4000 ans. Une expo conçue comme un exposé. Un parcours en œuvre d'art pour tenter de deviner ce qui nous attend. Il faut aussi, et c'est la parabole des aveugles de Bruegel, ne pas se tromper dans la prévision, parce que quand on est des aveugles, guidés par des aveugles, ça va nulle part. Ça se termine mal. Voilà. Alors cette série de 5 tableaux. Cette série, d'abord, c'est une série de tableaux qui n'est jamais sortie de son musée à New York, qui est fondamentale dans l'histoire de l'art. Thomas Cole, qui raconte en 1830-40 la naissance et la puissance et le déclin de l'Empire romain. Point d'orgue de l'exposition, cette œuvre n'est pas sans écho avec les angoisses de notre temps.
Ça veut dire que chaque tableau raconte une étape du cycle une de histoire la du cycle d'une civilisation. On commence à l'état sauvage. On commence à l'état sauvage. Tout empire commence petit, grandit, devient tout puissant, et puis après s'empêtre dans sa propre puissance et finit par décliner et disparaître. 5 tableaux comme une image des cycles économiques, des croissances et des crises qui ballottent l'économie mondiale. Alors ici, c'est la 5e et dernière étape du cycle du destin des empires. Ça s'appelle la désolation. Après cette étape, il y aura bien une renaissance. Ce sont des cycles, tout ça. Bien sûr, ce sont des cycles, mais en fait, nous ne sommes pas dans une période de ruine, d'aucune façon. Nous sommes dans une période d'extraordinaire renaissance. Si on voit tout ce qui se passe en technologie, en art, en système de valeurs, il y a une extraordinaire floraison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver la croissance? Peut-être pas au niveau de l'apogée comme ici, mais au moins pour retrouver un sentier acceptable. D'abord, il faut changer de système de valeurs. Tant qu'on est dans un système de valeurs où l'égoïsme domine, où chacun fait chacun pour soi, où on s'enferme, comme dans les balbutiements de la société de consommation, où c'est moi d'abord, moi tout seul, ça ne marchera pas. Parce que l'égoïsme c'est un peu la nature humaine? Non. Parce que la nature humaine, au contraire, quand elle est intelligente, comprend qu'elle a intérêt au bonheur de l'autre. Un commerçant a intérêt au bonheur de son client. Nous avons intérêt au bonheur de nos voisins parce que le bonheur de nos voisins fait que nos voisins vont être assez riches pour nous acheter nos produits. Donc nous avons intérêt au succès de l'autre. Et quand on comprend que l'altruisme est la forme la plus intelligente de l'égoïsme, alors tout s'éclaire. Par exemple, les Européens doivent comprendre qu'ils ont intérêt à s'aider les uns les autres et pas à se fermer les uns aux autres. La crise des migrants en est un exemple. Si on se ferme, on est mort. Si on s'ouvre et si on réussit à intégrer, si on bénéficie des richesses que nous apportent les autres, alors on a un potentiel de croissance extraordinaire. Alors, on change les valeurs, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en œuvre d'autres politiques économiques? Il y a des réformes majeures, fondamentales. Il faut commencer par quoi? L'école maternelle, pour donner à tous les moyens égaux de la mobilité sociale, de la formation, à l'éveil, à la curiosité, à l'altruisme. Tout passe par l'école maternelle. La formation permanente pour que les chômeurs de longue durée soient formés. Et comme ça, on fait disparaître le chômage en 5 ans en formant les chômeurs. La réduction du nombre de collectivités territoriales, qui est un gaspillage formidable. La modification de l'État pour le rendre plus efficace. On peut aligner une quinzaine de réformes qui peuvent être faites en 3 mois. Vous qui conseillez les gouvernements depuis longtemps, est-ce que vous n'êtes pas découragé par la lenteur des évolutions en France? Oui, en France, beaucoup plus qu'ailleurs. En France, tout dépend du président de la République et depuis 1986, plus personne n'est venu au pouvoir avec un programme. Personne n'a été élu, c'est toujours quelqu'un qui a été battu. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas réformé. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas réformé. Si le prochain président de la République est préparé entre 2016 et 2017 avec une vraie discussion sur les réformes comme celle que je viens de nommer, alors jouable. En 3 mois, il fera ce qu'il faut. Sinon, c'est perdu. Définitivement perdu. La France déclinera et elle sera très vite dans la désolation. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour ça en 2017? Il y a une chance en 2017 si à partir de janvier 2016, vous et l'ensemble de la classe à la fois journalistique et politique, au lieu de savoir si c'est monsieur Machin ou madame Truc, vous parlez des programmes et vous parlez des réformes et vous faites en sorte d'exiger des candidats potentiels qu'ils vous disent ce qu'ils feront dans les 3 prochains mois après leur élection. C'est à ça que je vais m'employer. Peut-on simplement espérer le retour d'un hypothétique âge d'or ou se battre pour inventer les ressorts d'une nouvelle croissance? Saint-Nazaire n'attend pas la prochaine élection présidentielle pour tirer la croissance vers le haut. Il a fallu moins de 3 ans pour construire le plus gros paquebot du monde, un record. Il sera livré au printemps 2016. Laurent Castin, vous êtes le patron des chantiers navals de Saint-Nazaire, les chantiers STX. C'est une entreprise qui tourne à plein régime, mais elle revient de loin. Il y a 3 ans, elle était presque à l'arrêt. Est-ce que vous pensez que l'entreprise est sauvée aujourd'hui? Dans l'industrie, on est toujours sur le grill. Ça n'est jamais gagné. C'est une bataille perpétuelle. On est déjà en train de réfléchir aux nouveaux bateaux, inventer d'autres choses, proposer d'autres choses à nos clients. Est-ce que c'est pas ça, au fond, la croissance, c'est aller chercher des marchés nouveaux et des techniques nouvelles? Il faut être compétitif, il faut être capable de répondre aux attentes du marché. Il y a beaucoup de pays qui se portent bien aujourd'hui dans le monde. À nous d'aller vers ces gens-là, de leur proposer les produits qu'ils attendent. C'est aussi par l'export que le redémarrage peut se faire. Alors selon vous, pour la France, c'est crise ou reprise dans les temps qui viennent? Je pense que le climat est plus optimiste. Ce que je sais pour travailler principalement à l'export, c'est que le monde globalement n'est pas en crise. Et à nous de saisir cette occasion,
Si on saisit cette occasion, ça participera certainement à une forte reprise en France. Il faut sortir son filet à papillon. Absolument. Il faut aller chercher ailleurs. Ailleurs, le monde se développe. Ailleurs, ce n'est pas le pessimisme qui l'emporte. Ce gigantesque monstre de métal, c'est le portique des chantiers navals. Et c'est le symbole de la renaissance économique de Saint-Nazaire. Parce qu'ici, la croissance, on ne l'a pas attendue, on est allé la chercher. Et les carnets de commandes sont remplis jusqu'en 2020. Alors, pour la France, reprise ou recrise? Quelle surprise nous réserve la conjoncture? C'est vrai que notre activité dépend de la bourse à Shanghai, des affaires à New York ou encore des tensions avec la Russie. Mais pourtant, on l'a vu dans cette émission, la croissance, ça n'est pas seulement une affaire de météo. C'est le résultat de choix, de décisions, de volonté, d'innovation. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons le 9 novembre pour le prochain numéro de l'Angle Écho. Au sommaire, l'immobilier, jusqu'où la bulle peut-elle aller? Bonsoir.